Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Calman Lévy, présentent Le prix de la chair de Donna Leon, interprété par Renaud Bertin. C'est le dernier mardi de septembre que la neige tomba pour la première fois sur les montagnes qui séparent le nord de l'Italie de l'Autriche, avec une avance de plus d'1 mois sur la date habituelle. La tempête se déclencha soudainement, sous forme de gros nuages arrivés de nulle part et sans signe avant-coureur. Moins d'une demi-heure après, les routes des cols au-dessus de Tarvisio étaient dangereusement glissantes. Il n'avait pas plu depuis 1 mois, si bien que cette première neige recouvrait une chaussée déjà luisante d'huile et de graisse. Cette combinaison se révéla fatale à un semi-remorque immatriculé en Roumanie et transportant, d'après son manifeste, 90 mètres cubes de planches de pin. Juste au nord de Tarvisio, dans une bretelle d'accès à l'autoroute et donc vers les régions plus accueillantes et plus sûres de l'Italie, le conducteur freina trop brusquement dans la courbe et perdit le contrôle du mastodonte, lequel plongea vers le bas-côté à 50 km/h. Les roues creusèrent 2 énormes ornières dans la terre qui n'était pas encore gelée, tandis que la remorque couvrait un long sillon d'arbres cassés et projetés en tous sens jusqu'au fond du ravin. Le camion alla finalement percuter le pied de la montagne, explosa sous l'impact et répandit son chargement tout autour de lui. Les premiers arrivés sur place, des chauffeurs de poids lourds qui s'étaient arrêtés spontanément pour aider l'un des leurs, se rendirent tout d'abord à la cabine. Il n'y avait cependant plus rien à faire pour le chauffeur. Il pendait à l'extérieur du véhicule, retenu par sa ceinture de sécurité. Une branche avait arraché la portière pendant la course folle du camion, emportant au passage la moitié de la tête du malheureux. Le conducteur d'un semi-remorque chargé de cochons destinés aux abattoirs italiens escalada ce qui restait du capot et fouilla la cabine des yeux à travers le pare-brise en miettes pour voir s'il n'y avait pas un autre chauffeur. Le siège était vide, et ceux qui s'étaient rassemblés là se dispersèrent à nouveau à la recherche de l'éventuel passager qui avait pu être éjecté. 4 hommes entreprirent de remonter la pente, tandis qu'un 5e gagnait la route pour y disposer des feux de détresse et appeler la police au moyen de sa radio. Une neige abondante continuait à tomber, et il fallut un certain temps pour que l'un des hommes repère le corps désarticulé, dans le premier tiers de la pente. Il se précipita, suivi d'un de ses collègues, espérant qu'au moins l'un des 2 chauffeurs avait survécu à l'accident. Glissant, tombant parfois à genoux dans leur hâte, ils pataugeaient dans la neige dans laquelle le camion avait si facilement ouvert une tranchée. Le premier s'agenouilla à côté du corps allongé, immobile, et commença à chasser la fine couche blanche qui le recouvrait, peut-être respirait-il encore. Puis ses doigts se prirent dans la longue chevelure, et lorsque le visage apparut, il vit ce qui était indiscutablement l'ossature délicate d'une femme. Il entendit un autre chauffeur pousser un cri un peu en dessous de lui, se tourna au milieu des flocons de neige et aperçut son collègue agenouillé devant une forme allongée à quelques mètres du sillon ouvert par le camion. « Qu'est-ce que c'est ?» lança-t-il, tout en posant un doigt délicat contre le cou de la femme, au cas où, en dépit de son corps désarticulé, elle vivrait encore. « C'est une femme !» répondit l'autre. Et au moment même où il se rendait compte qu'aucun pouls ne battait sous ses doigts, le 2e chauffeur ajouta « Elle est morte !» Par la suite, le premier de ceux qui explorèrent l'arrière du camion déclara avoir pensé, en les voyant, qu'il s'agissait d'un chargement de mannequins. Vous savez, ces bonnes femmes en plastique qu'on met habillées dans les vitrines. On en comptait une bonne demi-douzaine éparpillées sur la neige, derrière le haillon détruit du camion. L'une d'elles paraissait même avoir été coincée au milieu des planches si solidement attachées que les emballages ne s'étaient pas rompus sous l'impact et lui écrasaient les jambes, laissant le buste pendre à l'extérieur de la plateforme. Mais pourquoi aurait-on passé des manteaux à des mannequins ? S'était-il demandé. Et pourquoi toutes ces éclaboussures rouges sur la neige, tout autour ? Il fallut une demi-heure à la police de la route pour se rendre sur les lieux. Lorsqu'elle arriva finalement sur place, elle dut commencer par disposer une signalisation et s'occuper de l'embouteillage d'1 kilomètre qui s'était créé sur les 2 voies à hauteur de l'accident.
Les conducteurs, qui roulaient déjà prudemment du fait de l'état de la route, ralentissaient encore afin de regarder à loisir, à travers le rail de sécurité déchiqueté, le cadavre du camion qui, au fond du ravin, gisait au milieu d'autres cadavres. Le premier policier, n'arrivant pas à comprendre ce que lui criaient les chauffeurs de poids lourds, et voyant les formes désarticulées éparpillées autour de l'épave, remonta la pente et appela aussitôt le poste des carabiniers à Tarvisio. Appel auquel il fut immédiatement répondu, si bien que l'embouteillage ne tarda pas à s'aggraver avec l'arrivée de 2 voitures de patrouille transportant 6 hommes en uniforme noir. Ils laissèrent leur véhicule sur l'accotement et entreprirent la laborieuse descente vers le camion. Lorsqu'ils constatèrent que la femme coincée sous les planches était encore vivante, les carabiniers oublièrent complètement les problèmes de circulation, si tant est qu'ils s'y soient intéressés. Il s'ensuivit une scène tellement confuse qu'elle aurait été comique si elle n'avait pas été par ailleurs aussi bizarre. Les planches qui écrasaient les jambes de la femme faisaient toute la longueur du camion et s'empilaient sur au moins 2 mètres. Une grue les aurait facilement déplacées, mais il était impossible d'en faire descendre une dans le ravin. C'était également faisable à la main, mais il aurait fallu pour cela grimper dessus et ajouter au poids qu'elle représentait. Le plus jeune des policiers, il s'appelait Monelli, s'accroupit, frissonnant dans le froid vif de la nuit alpine qui tombait. Il avait entouré la partie visible du corps de la femme avec sa parka doublée de duvet. Elle avait les jambes complètement prises, jusqu'à hauteur des cuisses, sous une pile de bois compacte, comme si elle posait pour un Magritte particulièrement baroque. Il constata qu'elle était jeune et blonde, mais également qu'elle était devenue nettement plus pâle depuis son arrivée auprès d'elle. Elle gisait sur le côté, la joue appuyée contre le plancher cannelé. Elle avait les yeux fermés, mais paraissait respirer. Il entendit derrière lui le bruit violent d'un objet lourd tombant sur la plateforme. Les 5 autres carabiniers s'étaient glissés le long de l'empilement de planches et avaient entrepris, poussant ici, tirant là, de dégager les lots un par un en commençant par le haut. Chaque fois qu'ils en jetaient un en bas, ils redescendaient de la pile pour aller le lancer hors du camion, passant par-dessus Monelli et la jeune femme. Et à chaque fois, ils constataient que la flaque de sang qui coulait d'entre les planches s'était encore rapprochée des genoux de Monelli. Il n'en continuait pas moins à batailler avec les pesants colis de planches, s'y arrachant la peau des mains, frénétiques dans leur désir de dégager la jeune fille blonde. Et même après que Monelli eut recouvert le corps de sa veste et se fut redressé, ils continuèrent à attraper les longs paquets pour les lancer dans l'obscurité grandissante. Il fallut que leur sergent aille leur mettre la main sur l'épaule et leur dise de s'arrêter pour qu'ils retrouvent leur calme et reprennent leurs investigations sur la scène du drame. Le temps de les achever et d'appeler Tarvisio pour qu'on envoie des ambulances prendre les cadavres, la paralysie de la circulation était devenue complète, sous la neige qui n'avait cessé de tomber jusqu'à la frontière autrichienne. On ne pouvait rien faire de plus jusqu'au lendemain. Néanmoins, les carabiniers prirent la précaution de poster 2 des leurs, ne sachant que trop la fascination qu'exerce sur beaucoup de gens le lieu d'une telle tragédie, et redoutant la destruction ou le vol de preuves, au cas où l'épave ne serait pas gardée pendant la nuit. Comme il arrive si souvent à cette époque de l'année, c'est une aube aux doigts de rose qui se leva le lendemain, et à 10 heures, la neige n'était plus qu'un souvenir. L'épave du poids lourd et les profonds sillons qu'il avait laissés derrière lui, en revanche, n'avaient pas bougé. On vida le chargement pendant la journée et on le disposa en pile basse dans une zone à l'écart de l'épave. Pendant que les carabiniers s'échinaient, râlant contre le poids, les échardes et la boue dans laquelle leurs bottes s'enfonçaient, une équipe de la police scientifique passa la cabine du camion au peigne fin, saupoudrant les surfaces planes et glissant tous les papiers et objets qu'ils trouvaient dans des pochettes en plastique dûment étiquetées et numérotées. Sous la force du choc final, le siège du chauffeur avait été arraché. Les 2 hommes qui fouillaient la cabine finirent de le détacher, puis le dépouillèrent de sa garniture de plastique et de toile, à la recherche de quelque chose qu'ils ne trouvèrent pas plus qu'ils ne découvrirent quoi que ce soit derrière le revêtement de la cabine. Ce n'est que dans la remorque qu'ils tombèrent sur des choses plus intéressantes. 8 sacs de plastique, du genre de ceux qu'on trouve dans les supermarchés, contenant chacun des vêtements et du linge féminin, et dans un cas, un petit livre de prière identifié comme étant rédigé en roumain, d'après l'un des enquêteurs. On avait enlevé toutes les étiquettes des vêtements, aussi bien ceux des sacs, découvrit-on, que ceux que portaient les 8 victimes de l'accident. Les papiers trouvés dans la cabine étaient exactement ceux que l'on aurait dû y trouver: le passeport et le permis poids lourd du chauffeur, l'attestation d'assurance,
les documents douaniers et une facture sur laquelle figurait le nom du marchand de bois où devait avoir lieu la livraison. Les papiers du chauffeur étaient roumains et la cargaison destinée à une scierie de Sacile, petite ville à environ 100 km plus au sud. On ne put rien apprendre de plus de l'épave, laquelle fut finalement hissée jusqu'à la route, non sans beaucoup de difficultés puisqu'il fallut interrompre le trafic pour laisser travailler les treuils de 3 engins de remorquage, avant de pouvoir la placer sur la plateforme d'un semi-remorque pour la renvoyer à son propriétaire roumain. Le bois finit aussi par arriver à sa destination, à Sacile, mais la scierie refusa de payer les frais supplémentaires provoqués par l'accident. La presse, en Italie et en Autriche, s'empara de cette spectaculaire catastrophe sous le titre inévitable de « Camion de la mort » et multiplia les manchettes sensationnelles. Les Autrichiens avaient réussi à se procurer 3 photos des corps gisant dans la neige qu'ils s'empressèrent de reproduire pour accompagner leurs articles. Les spéculations battaient leur plein. S'agissait-il de réfugiés économiques, d'émigrés clandestines ? L'effondrement du communisme ne permettait plus de tirer la conclusion qui aurait naguère été inévitable, des espionnes. En fin de compte, le mystère ne fut jamais résolu, et l'enquête s'enlisa définitivement lorsque les autorités roumaines se révélèrent incapables de répondre aux questions de la police italienne, de plus en plus lassée, ou de lui fournir les papiers qu'elle demandait. Les corps des 8 femmes ainsi que celui du chauffeur, renvoyés par avion à Bucarest, furent enterrés dans le sol natal et sous le poids encore plus considérable de l'inertie bureaucratique roumaine. Les journalistes se désintéressèrent très vite de l'histoire pour se jeter sur de nouveaux scandales, la profanation d'un cimetière juif de Milan et l'assassinat d'un juge. Elle ne disparut cependant pas avant d'avoir été portée à la connaissance de Paola Fallière, professeure assistante de littérature anglaise à l'université Ca' Pezzaro de Venise et, ce qui n'est pas secondaire dans ce récit, épouse de Guido Brunetti, commissaire de police dans cette même ville. Carlo Trevisan, Maître Trevisan, pour lui donner le titre par lequel il aimait être appelé, était un homme au passé on ne peut plus ordinaire, ce qui ne présentait aucune contradiction avec le fait qu'il avait devant lui un avenir radieux. Natif de Trente, ville proche de la frontière avec l'Autriche, il avait poursuivi, à Padoue, de brillantes études de droit couronnées par un diplôme accompagné des félicitations unanimes de ses professeurs. Il avait ensuite accepté un poste dans un cabinet juridique de Venise, où il était rapidement devenu un spécialiste en droit international, domaine pour lequel rares étaient les Vénitiens qui se passionnaient. Au bout de seulement 5 ans, il avait quitté l'entreprise pour fonder son propre cabinet, spécialisé en droit des sociétés et droit international. L'Italie est une république où l'on promulgue bien souvent des lois un jour pour les rendre caduques le lendemain. Il n'est donc pas surprenant que dans un pays où la thèse qui fonde l'article de journal le plus banal est souvent impossible à déchiffrer, il existe parfois une certaine confusion dans la signification exacte de la loi. Le flou, dans l'interprétation qui en découle, engendre un climat tout à fait propice aux juristes se prétendant en mesure de la comprendre. Maître Carlo Trevisan faisait partie du nombre. Acharné au travail et ambitieux, Maître Trevisan prospéra. Et s'étant fort bien marié, il avait épousé la fille d'un banquier, il put avoir des contacts familiers, voire familiaux, avec quelques-uns des industriels et des banquiers parmi les plus importants de la Vénétie. Son chiffre d'affaires s'accrut au même rythme que s'arrondissait son tour de taille, si bien que lorsqu'il arriva à son 50e anniversaire, Maître Trevisan employait 7 juristes dans son cabinet, mais aucun n'était son associé. Il assistait une fois par semaine à la messe donnée en l'église Santa Maria del Giglio, avait siégé par 2 fois brillamment au conseil municipal de Venise et tirait grande fierté de ses 2 enfants, un garçon et une fille, également beaux et intelligents. Le mardi qui précédait la fête de la Madonna della Salute, à la fin novembre, Maître Trevisan passa l'après-midi à Padoue, sur l'invitation de Francesco Urbani, un de ses vieux clients qui venait de décider, au bout de 27 ans de mariage, de se séparer de sa femme. Au cours des 2 heures que dura leur entretien, Trevisan suggéra à Urbani de faire passer certaines sommes hors du pays, dans une banque luxembourgeoise par exemple, et de vendre tout de suite les parts qu'il détenait en secret dans 2 entreprises de Vérone. Le résultat de ces opérations devant bien entendu suivre rapidement le chemin emprunté par les premiers virements.
Trevisan s'était arrangé pour fixer cette réunion juste avant celle qu'il avait hebdomadairement avec l'un de ses associés en affaires, réunion qui avait eu lieu la fois précédente à Venise et qui se tenait donc ce jour-là à Padoue. Comme à chaque fois, elle se déroula dans le climat cordial qui naît du succès et de la prospérité. Excellent repas, vin fin, bonnes nouvelles. L'associé de Trevisan le raccompagna en voiture à la gare, comme il le faisait tous les 15 jours, et l'avocat prit l'interurbain de Trieste qui le déposerait à Venise à 22h15. L'avocat détenait bien un billet pour une voiture de première classe, mais celle-ci se trouvait à l'arrière du train, et Trevisan remonta donc les compartiments presque vides pour aller s'asseoir en deuxième classe. Comme tous les Vénitiens, il préférait s'installer à l'avant du train pour ne pas avoir à parcourir toute la longueur du quai dans la gare Santa Lucia. Il ouvrit son porte-documents en veau, le posa sur le siège en face de lui et en retira un prospectus que lui avait récemment envoyé la Banque nationale du Luxembourg, lui promettant des intérêts pouvant s'élever jusqu'à 18%, pourvu que les dépôts cependant ne fussent pas effectués en lire. Il sortit sa calculette de son compartiment de cuir, dévissa son Mont Blanc et entreprit de faire des calculs approximatifs sur une feuille de papier. La porte du compartiment coulissa, et Trevisan se tourna pour prendre son billet, resté dans la poche de son manteau, et le tendre au contrôleur. Mais le nouvel arrivant n'était pas venu pour poinçonner un rectangle cartonné. C'est une contrôleuse, Christine Amerli, qui découvrit le corps de maître Carlo Trevisan alors que le train venait de s'engager sur la digue qui, par la lagune, relie Mestre à Venise. En passant devant le compartiment dans lequel le monsieur bien habillé se tenait écroulé contre la vitre, elle décida tout d'abord de ne pas le réveiller pour l'embêter en lui demandant son billet. Puis elle se rappela que les passagers sans billet, même bien habillés, employaient souvent ce stratagème pendant la courte traversée de la lagune, avec l'espoir d'économiser ainsi 1000 lires. En outre, si l'homme possédait un billet, il serait content d'être réveillé avant l'entrée en gare, en particulier s'il voulait attraper le Vaporetto de la ligne 1 pour le Rialto, le bateau quittant l'embarcadère exactement 3 minutes après l'arrivée du train. Elle fit donc coulisser la porte et entra dans le petit compartiment. « Buonasera, signore. Suo biglietto, per favore. » Plus tard, lorsqu'elle en reparla, elle eut l'impression de se rappeler l'odeur, de l'avoir tout de suite remarquée après avoir ouvert la porte du compartiment surchauffé. Elle fit 2 pas en direction de l'homme endormi et répéta d'une voix plus forte « Suo biglietto, per favore. » Comment? Il n'avait pas entendu? Impossible de dormir aussi profondément. Sans doute n'avait-il pas de billet et essayait-il d'éviter l'inévitable, l'amende. Avec le temps, Christine Amerli en était presque arrivée à prendre du plaisir à la petite scène qui se déroulait ensuite. Demander les papiers, rédiger le procès-verbal, encaisser la somme. Ce qui la ravissait le plus restait cependant les diverses excuses invoquées, tellement familières qu'elle pouvait les réciter par cœur. J'ai dû le perdre, le train allait partir et je ne voulais pas le manquer, ma femme est dans un autre compartiment et c'est elle qui a les billets. Consciente de tout cela, sachant aussi qu'elle allait être retardée tout à la fin du long voyage depuis Turin, elle se montra brusque dans ses gestes, sinon un peu brutale. « S'il vous plaît, signore, réveillez-vous et montrez-moi votre billet » lança-t-elle, se penchant sur l'homme pour lui secouer l'épaule. Au premier contact, le monsieur bien habillé glissa le long de la vitre. Son buste s'effondra en avant et le corps alla finalement rouler au sol. Le veston s'ouvrit pendant la chute et elle vit les taches rouges qui maculaient la chemise. Une incontestable odeur d'urine et d'excréments montait de l'homme. « Maria Vergine !» s'écria-t-elle dans un hoquet, battant très lentement en retraite hors du compartiment. Sur sa gauche, elle vit 2 hommes qui s'approchaient, très certainement pour gagner la portière à l'avant de la voiture. « Désolé, messieurs, mais la portière est bloquée. Il faut passer par celle de l'arrière. » Habitués à ce genre d'incident, les 2 hommes firent demi-tour. Christine regarda par la fenêtre et constata que le train arrivait au bout de la digue. Dans 3 minutes, 4 tout au plus, le train s'immobiliserait à quai. À ce moment-là, les portières s'ouvriraient et les passagers descendraient, emportant avec eux les souvenirs qu'ils auraient pu conserver du voyage et de gens qu'ils avaient éventuellement croisés dans les couloirs du train. Elle entendit les claquements métalliques familiers des aiguillages qui dirigeaient le convoi sur la bonne voie. La locomotive passa à l'intérieur de la gare. Cela faisait 15 ans qu'elle travaillait dans les chemins de fer, sans jamais avoir vécu cette situation, mais c'est la seule chose qui lui vint à l'esprit. Elle pénétra dans le compartiment voisin, saisit la poignée du signal d'alarme et tira.
Elle entendit le petit bruit sec produit par les fils du seau qui se rompaient. Puis elle attendit, avec une curiosité distante, presque académique, de voir ce qui allait se passer. Les freins bloquèrent les roues, et le train ralentit brutalement et s'arrêta. Les passagers perdaient l'équilibre dans les couloirs ou se retrouvaient assis dans les compartiments sur les genoux de leurs vis-à-vis. Dans les secondes qui suivirent, par les fenêtres vivement baissées, surgirent des têtes effarées à la recherche de ce qui avait bien pu provoquer cette halte inopinée. Christine Amerly abaissa aussi la fenêtre dans le couloir, goûtant la morsure du froid hivernal, et se pencha à l'extérieur attendant de voir qui allait se présenter. Ce furent en fin de compte 2 hommes, en uniforme de la Polizia Ferrovia, qui arrivèrent en courant sur le quai. Elle se pencha un peu plus pour leur faire signe. « Par ici, c'est par ici !» Comme elle préférait que personne d'autre n'entende ce qu'elle allait dire, elle attendit qu'ils fussent sous la fenêtre avant de donner d'autres précisions. Dès qu'elle les eut informés de ce qui s'était passé, l'un d'eux repartit en courant vers la gare, tandis que l'autre remontait jusqu'à la locomotive pour rendre compte au mécanicien. À très petite vitesse, après 2 faux départs, le train finit par entrer en gare, regagnant finalement son emplacement habituel avec une lenteur désespérante. Quelques personnes se tenaient sur le quai, soit parce qu'elles attendaient l'arrivée d'un parent, soit parce qu'elles s'apprêtaient à monter dans le train pour l'étape suivante, le voyage de nuit jusqu'à Trieste. Comme les portières ne s'ouvraient pas, elles se regroupèrent peu à peu, se demandant les unes aux autres ce qui arrivait. Une femme, supposant qu'il s'agissait une fois de plus d'une grève surprise, laissa tomber ses bagages et leva les bras au ciel. Tandis que les passagers échangeaient des remarques de plus en plus acerbes sur l'inefficacité des chemins de fer, 6 policiers équipés de mitraillettes se présentèrent en tête de train et prirent position toutes les 2 voitures. De nouvelles têtes apparurent aux fenêtres. Les hommes criaient des choses sur un ton de colère, mais personne n'était là pour les écouter. Les portières du train restaient obstinément fermées. Ce ne fut qu'après de longues minutes de confusion que quelqu'un apprit au brigadier que le train disposait d'un système de sonorisation. Le policier se hissa dans la locomotive et expliqua aux passagers qu'un crime venait d'être commis dans une des voitures et qu'ils allaient être retenus à la gare le temps que la police prenne leurs noms et adresses. Lorsqu'il eut terminé son petit discours, le mécanicien débloqua les portes et les policiers montèrent aussitôt dans le train. Malheureusement, aucun responsable n'avait pensé à donner ces mêmes explications aux gens qui attendaient sur le quai et qui se précipitèrent tout de suite dans les wagons, si bien qu'ils ne tardèrent pas à être mêlés aux passagers d'origine. 2 occupants de la 2e voiture essayèrent de forcer le passage dans le couloir que bloquait un policier. Ils n'avaient rien vu, ne savaient rien, étaient déjà en retard, protestait-il. Le policier les repoussa de sa mitraillette, tenue à 2 mains en travers de sa poitrine, leur interdisant effectivement le passage et les obligeant à battre en retraite dans leur compartiment, où les 2 hommes se mirent à bougonner et à faire des commentaires sur l'arrogance de la police et leurs droits de citoyens bafoués. Finalement, il fut établi qu'il n'y avait eu que 34 passagers dans le train, si l'on excluait tous ceux qui avaient emboîté le pas aux policiers. Au bout d'une demi-heure, les forces de l'ordre disposaient de tous les noms et de toutes les adresses et avaient demandé à chacun s'il n'avait rien vu de particulier pendant le voyage. 2 personnes se souvenaient d'un noir vendeur à la sauvette descendu à Vicence, un autre d'un homme à cheveux longs sorti des toilettes juste avant l'arrivée à Vérone, et quelqu'un avait vu une femme coiffée d'un chapeau de fourrure quitter le train à Mestre. En dehors de cela, cependant, personne n'avait rien remarqué qui sortait de l'ordinaire. Alors que l'on aurait pu croire que le train allait rester paralysé toute la nuit et que les gens commençaient à s'éloigner pour téléphoner à leurs parents de Trieste et leur dire de ne pas les attendre, une locomotive arriva du triage et vint se raccorder à l'arrière du train. 3 hommes en bleu de travail sautèrent sur la voie pour aller détacher ce qui était maintenant la dernière voiture, celle où gisait le corps, du reste du convoi. Un contrôleur remonta les quais au pas de course, criant « In partenza, siamo in partenza !» Et les passagers se précipitèrent de nouveau dans le train. Le contrôleur fit claquer une portière, puis une autre, et monta lui-même en voiture alors que le train commençait à quitter la gare à petite vitesse. Quant à Christine Amerly, debout dans le bureau du chef de gare, elle s'efforçait d'expliquer pour quelle raison elle devait échapper à l'amende d'1 million de lire qui sanctionnait tout usage intempestif du signal d'alarme.
Guido Brunetti n'apprit le meurtre de Carlo Trevisan que le lendemain matin, et encore de la manière la moins policière qui soit, par les manchettes ronflantes de Il Gazzettino, le journal qui avait par 2 fois chanté les louanges de l'avocat pour son travail au conseil municipal. « Avvocato assassinato sul treno » hurlait le titre, tandis que, toujours fidèle à son goût pour le mélodrame, la Nuova parlait du treno della morte. Brunetti vit les manchettes en se rendant à la questure, s'arrêta pour acheter les 2 journaux et, debout dans la Rega Orefici, lut les articles sans prêter attention aux gens venus faire leurs courses dans cette rue commerçante. Seuls les faits élémentaires étaient rapportés. Abattu dans un train, le corps trouvé pendant que le convoi franchissait la lagune, la police ayant commencé les investigations habituelles. Brunetti releva la tête et laissa son regard errer sur les étalages de fruits et de légumes. Les investigations habituelles ? Qui donc était de service la nuit dernière ? Pourquoi ne l'avait-on pas appelé ? Et lequel de ses collègues avait-on chargé de l'enquête ? Il s'éloigna du marchand de journaux et reprit la direction de la questure, évoquant les diverses affaires sur lesquelles les services de police travaillaient en ce moment et essayant de calculer à qui on allait attribuer celle-ci. Lui-même en était presque au terme d'une enquête ayant quelque chose à voir, au modeste niveau de Venise, avec les ramifications sans fin de l'énorme réseau de corruption et de pots de vin parti de Milan quelques années auparavant. On avait en particulier construit une autoroute sur le continent pour relier la ville à l'aéroport qui avait coûté des milliards de lire. Et ce ne fut qu'une fois l'autoroute en service que l'on prit la peine de s'aviser que l'aéroport, qui comptait moins de 100 mouvements d'avions par jour, était déjà fort bien desservi par la route, un service de bus et des taxis, et par la mer. Et ce n'est qu'alors que l'on commença à se poser des questions sur l'hémorragie des deniers publics provoquée par la construction d'une route dont la nécessité ne pouvait pas être démontrée, même par l'esprit le plus imaginatif. D'où l'enquête menée par Brunetti, laquelle s'était achevée par des ordonnances qui plaçaient sous séquestre les avoirs bancaires de l'entreprise de construction responsable de l'essentiel des travaux, ainsi que ceux des 3 conseillers municipaux qui avaient bataillé avec le plus d'acharnement pour faire attribuer le contrat à l'entreprise en question. Un des autres commissaires avait fort affaire au casino où les croupiers, une fois de plus, avaient trouvé un moyen de damer le pion au système et de prélever leur petit pourcentage incognito. Le dernier était au cœur d'une enquête sur des entreprises de mestres contrôlées par la mafia, une investigation à rebondissement qui paraissait hélas devoir se prolonger indéfiniment. Si bien que Brunetti ne fut pas surpris d'être accueilli par les hommes de faction devant la questure avec cette phrase elliptique « Il vous attend, commissaire ». Si le vice-questeur Patta voulait le voir à cette heure, c'était peut-être parce qu'on l'avait appelé directement, lui, et non un des commissaires. Et pour qu'il s'intéresse à ce meurtre au point de venir si tôt à la questure, c'est que Trevisan avait été de son vivant un homme plus puissant et plus introduit que Brunetti ne l'avait cru. Il alla dans son bureau, se débarrassa de son manteau et jeta un coup d'œil sur sa table. Il n'y avait rien de plus dessus que ce qu'il y avait laissé la veille, ce qui signifiait que les paperasses qu'avait déjà dû engendrer l'affaire se trouvaient en possession de Patta. Il redescendit par l'escalier de service et entra dans l'antichambre qui précédait le bureau de son supérieur. Derrière sa table, l'air de n'être ici qu'en attendant l'arrivée des photographes de Vogue, la signorina Elettra Zorzi arborait une toilette printanière, une robe blanche en crêpe de Chine coupée dans le biais, dont les plis diagonaux lui soulignaient la poitrine de manière incontestablement provocante. « Bonjour, commissaire », dit-elle avec un sourire, levant les yeux du magazine qu'elle tenait ouvert devant elle. « Trevisan ?» Elle acquiesça. « Cela fait 10 minutes qu'il est au téléphone. Le maire. »« Lequel a appelé l'autre ?»« C'est le maire qui a appelé, » répondit la signorina Elettra. « Pourquoi, c'est important ?»« Oui, cela signifie probablement que nous n'avons rien pour démarrer l'enquête. »« Comment cela ?» Il n'aurait appelé le maire que s'il avait été assez sûr de lui pour lui dire qu'il détenait un suspect et allait bientôt avoir des aveux. Le fait que ce soit le maire qui est appelé prouve que Trevisan était quelqu'un d'important et qu'il veut que l'affaire soit menée rondement. La signorina Elettra referma sa revue et la fit glisser de côté. À l'époque où elle avait pris ses fonctions auprès de Patta, se souvenait Brunetti, elle les mettait dans un tiroir quand elle ne les lisait pas. À présent, elle ne prenait même pas la peine de les placer à l'envers. « À quelle heure est-il arrivé ?» demanda Brunetti. « À 8h30. » Puis, avant même que le commissaire ait le temps de poser la question, elle ajouta
J'étais déjà là moi-même et je lui ai dit que vous étiez ressorti pour interroger la bonne des Leonardi. » Brunetti avait en fait procédé à cet interrogatoire l'après-midi du jour précédent, dans le cadre de son enquête sur l'entrepreneur, sans d'ailleurs apprendre grand-chose. « Merci. » Plus d'une fois, il s'était étonné qu'une personne douée d'un penchant naturel aussi marqué pour la duplicité que la signorina Elettra ait choisi de travailler dans la police. La jeune femme jeta un coup d'œil à son bureau et vit que la petite lumière rouge avait cessé de clignoter sur le téléphone. « Il a raccroché, » dit-elle. Brunetti lui adressa un signe de tête et alla frapper à la porte de Patta. Il attendit que lui soit vociféré un « Avanti » sonore et entra dans le bureau. En dépit de l'heure matinale à laquelle le vice-questeur était arrivé, il paraissait avoir eu tout son temps pour faire sa toilette. Le parfum d'une lotion après rasage empestait l'air et le beau visage du chef de la police rayonnait. Sa cravate était en laine, mais son costume en soie sauvage. Pas esclave de la tradition, le vice-questeur. Il salua son subordonné d'un « Où étiez-vous passé ?»« Chez Leonardi, je voulais interroger la bonne. »« Et ?» ?»« Elle ne sait rien. » « Aucune importance, » dit Patta avec un geste en direction du fauteuil devant son bureau. « Asseyez-vous, Brunetti. Êtes-vous au courant ?» ajouta-t-il lorsque Brunetti se fut installé. Il n'avait pas besoin d'ajouter de quoi. « Oui, » répondit Brunetti, « mais je ne connais pas les détails de l'affaire. Il a été tué de 2 balles dans le train de Turin la nuit dernière, tiré à bout portant, sinon bout touchant. L'une d'elles a dû couper une artère car il y avait du sang partout. » Que Patta ait employé l'expression « a dû » signifiait que l'autopsie n'avait pas encore été pratiquée et qu'il émettait une supposition. « Où étiez-vous hier soir ?» s'enquit Patta, presque comme s'il voulait éliminer Brunetti de la liste des suspects avant d'aller plus loin. « Nous sommes allés dîner chez des amis. On m'a dit qu'on a essayé de vous joindre chez vous. »« J'étais chez des amis. » répéta Brunetti. « Vous pourriez avoir un répondeur, tout de même. »« J'ai 2 enfants, monsieur. »« Que voulez-vous dire par là ? Que si j'avais un répondeur, je passerais mon temps à écouter les messages laissés par leurs amis. Ou bien encore, ils le passeraient à écouter les techniques douteuses si souvent employées par les chers petits pour expliquer leurs absences ou leurs retards. Cela signifiait également que Brunetti estimait qu'il était de la responsabilité des enfants de prendre les messages pour les parents, mais il ne tenait pas à s'étendre sur cette question avec Patta. « Ils ont été obligés de m'appeler, » continua Patta, sans faire le moindre effort pour cacher son indignation. Brunetti soupçonna qu'on attendait des excuses de sa part. Il n'en présenta pas. Je me suis rendu à la gare. Bien entendu, le service de sécurité des chemins de fer avait saboté le travail. Patta abaissa les yeux sur son bureau et poussa quelques photos en direction de Brunetti. Le commissaire les examina pendant que Patta continuait d'énumérer les preuves d'incompétence des chemins de fer. La première photo avait été cadrée depuis la porte du compartiment. On y voyait un homme allongé par terre, sur le dos, entre les banquettes se faisant vis-à-vis. L'angle de prise de vue empêchait de bien distinguer les traits, mais les 2 taches rouges qui s'étalaient sur l'éminence de sa bedaine étaient suffisamment éloquentes. Le deuxième cliché montrait le corps vu depuis l'autre côté du compartiment et devait avoir été pris à travers la fenêtre. On voyait que l'homme avait les yeux fermés et que l'une de ses mains étreignait un stylo. Les autres photos, bien que prises de l'intérieur du compartiment, ne révélaient rien de plus. On aurait cru l'avocat assoupi. La mort avait fait disparaître toute expression de son visage, et on aurait dit qu'il dormait du sommeil du juste. « L'a-t-on volé ?» demanda Brunetti, coupant court aux jérémiades de Patta. « Quoi ? Est-ce qu'on l'a volé ?»« Il ne semble pas. Son portefeuille était dans sa poche, et, comme vous le voyez, son porte-documents se trouvait encore sur le siège face au sien. »« La mafia ?» demanda Brunetti comme on le faisait toujours, comme il fallait toujours le faire. Le vice-questeur haussa les épaules. « Il était avocat, » remarqua-t-il, laissant à son subordonné le soin de décider si cela le rendait plus ou moins susceptible d'être exécuté par la mafia. Sa femme ? À la manière dont il avait posé la question, Brunetti trahissait le fait qu'il était à la fois italien et marié. « Peu vraisemblable. Elle est la secrétaire du Lions Club. »
Brunetti, pris de court par l'absurdité de cette explication, ne put retenir son rire, mais lorsqu'il vit l'expression qu'arborait Patta, il le transforma en une toux feinte tout d'abord, puis bien réelle, qui le laissa cramoisi et les larmes aux yeux. Lorsqu'il se fut suffisamment calmé pour respirer normalement, il demanda « Des associés alors? Rien de ce côté ?»« Je ne sais pas. » Le vice-questeur tapota son bureau pour solliciter l'attention de Brunetti. « J'ai regardé le tableau et il semble que ce soit vous qui ayez le moins à faire en ce moment. » Parmi les choses chez Patta qui attendrissaient le plus Brunetti, il y avait ce bonheur d'expression qui touchait à la perfection. « J'aimerais vous confier l'enquête, mais avant cela, je tiens à m'assurer que vous la conduirez de manière convenable. » Ce qui signifiait, comme Brunetti en avait la certitude, que Patta voulait être sûr que son subordonné se montrerait respectueux du statut social qu'impliquait le fait d'être la secrétaire du Lions Club. Comme il savait qu'il ne serait pas ici si Patta n'avait pas déjà décidé de lui donner l'affaire, le commissaire préféra ignorer l'admonition implicite de cette remarque et changer de sujet. « Et sur les passagers du train, que savons-nous » Sans doute l'entretien avec le maire que venait d'avoir le vice-questeur lui avait-il laissé l'impression que la rapidité l'emportait sur le besoin de mettre les points sur les i avec Brunetti, car il répondit directement à la question. Les services de sécurité des chemins de fer ont relevé les noms de tous les gens qui étaient dans le train à son entrée en gare. Brunetti leva le menton dans une attitude interrogative. 2 ou 3 ont l'air d'avoir remarqué des comportements curieux chez d'autres passagers. Tout est dans le dossier, ajouta-t-il en tapotant l'enveloppe de papier bulle posée sur son bureau. Quel est le juge d'instruction à qui on a confié l'affaire ? Lorsqu'il aurait la réponse à cette question, Brunetti saurait aussi dans quelle mesure il devrait se montrer déférent vis-à-vis du Lions Club. 21. Leoncia Vantuno était une femme à peu près de l'âge de Brunetti, avec laquelle celui-ci avait heureusement collaboré par le passé. D'origine sicilienne, comme Patta, le juge Vantuno n'ignorait pas qu'il existait des arcanes et des nuances dans la société vénitienne qui lui échapperaient toujours, mais elle avait suffisamment confiance dans les commissaires du cru pour les laisser mener les enquêtes à leur guise. Brunetti acquiesça, se refusant à révéler à Patta la petite satisfaction qu'il en éprouvait. « J'attends cependant de vous un rapport quotidien, » reprit le vice-questeur. « Trevisan était quelqu'un d'important. J'ai déjà eu un coup de téléphone de l'hôtel de ville, et je ne vous cacherai pas que le maire tient à ce que l'affaire soit réglée le plus vite possible. »« A-t-il une hypothèse ?» demanda Brunetti. Habitué aux impertinences de son subordonné, Patta s'enfonça dans son fauteuil et le fixa un moment avant de répondre. « À propos de quoi ?» en mettant lourdement l'accent sur le quoi pour faire sentir sa désapprobation. « À propos d'une affaire à laquelle Trevisan aurait pu être mêlé ?» répondit Brunetti sans se démonter. Il était on ne peut plus sérieux. Le fait d'être maire ne signifiait pas qu'il ignorait les secrets les moins ragoûtants de son ami. En fait, il y avait tout lieu de croire le contraire. « C'est une question qu'il ne m'a pas paru convenable de poser au maire, » répondit Patta. « Dans ce cas, je vais peut-être le faire. » « N'allez pas créer d'embrouille avec ça, Brunetti. »« Je crois que les embrouilles ont déjà commencé, » répliqua le policier, qui laissa retomber les photos dans le dossier. « Autre chose, monsieur ?» Patta réfléchit quelques instants avant de répondre. « Non, pas pour le moment. » Il poussa le dossier vers Brunetti. « Prenez-le, et n'oubliez pas, je veux un rapport quotidien. » Comme Brunetti restait sans réaction, il ajouta. « Ou bien donnez-le au lieutenant Scarpa. » Gardant les yeux sur son subordonné, le temps de voir ce que serait la réaction de celui-ci en entendant le nom universellement détesté de son assistant. « Certainement, monsieur, » répondit Brunetti d'un ton neutre. Il prit le dossier et se leva. « Où a-t-on emmené le corps ?»« À l'hôpital civil. Je suppose que l'autopsie aura lieu ce matin. Et n'oubliez pas, c'était un ami du maire. »« Bien entendu, monsieur. » Et Brunetti quitta le bureau. La signorina Elettra leva le nez de sa revue lorsque Brunetti émergea du bureau de Patta. « Allora » ?»« Trevisan, et je dois me grouiller vu qu'il était l'ami du maire. »« Sa femme est une tigresse, » observa la signorina Elettra,
ajoutant en manière d'encouragement « Elle va vous donner du fil à retordre. » « Y a-t-il quelqu'un à Venise que vous ne connaissiez pas ?»« En fait, je ne la connais pas vraiment, mais elle a été la patiente de ma sœur un temps. »« Barbara !» laissa échapper Brunetti, se souvenant où et quand il avait rencontré la sœur en question. « Le médecin !»« Elle-même, commissaire !» répondit la jeune femme avec un sourire absolument ravi. Je me demandais combien de temps il vous faudrait pour faire le lien entre elle et moi. Lorsqu'il avait fait la connaissance de la signorina Elettra, il lui avait semblé que son nom de famille ne lui était pas inconnu. Zorzi n'était pas un patronyme fréquent, mais il n'aurait jamais songé à faire le rapprochement entre la spirituelle et rayonnante Elettra, tous les adjectifs qui lui venaient à l'esprit suggéraient luminosité et grâce, et Barbara Zorzi, femme calme et discrète, qui comptait au nombre de ses patients non seulement le beau-père de Brunetti, mais aussi, semblait-il, la signora Trevisan. « Elle l'a été ?» demanda-t-il, laissant à plus tard ses considérations sur la famille d'Elettra. « Elle l'était encore il y a 1 an. Elle et sa fille la consultaient. Un jour, cependant, elle est arrivée dans le cabinet de Barbara et lui a fait une scène exigeant de savoir pour quelle maladie elle traitait sa fille. » Brunetti était attentif, mais il ne demanda rien. La gamine n'avait que 14 ans, mais comme Barbara refusait de lui répondre, elle l'a accusée de l'avoir avorté ou envoyé se faire avorter à l'hôpital. Elle l'a insultée et lui a même jeté un magazine à la figure. « À votre sœur ?»« Oui. »« Comment a-t-elle réagi ?»« Qui ?»« Votre sœur. Elle lui a dit de sortir de son cabinet, ce que l'autre a fait au bout d'un moment après avoir encore crié. Et ensuite ? Le lendemain, Barbara lui a envoyé une lettre recommandée avec son dossier médical en lui conseillant de se chercher un autre médecin. Et la fille ? Elle non plus n'est jamais revenue. Barbara l'a cependant rencontrée dans la rue et la gamine lui a expliqué que sa mère lui avait interdit de lui parler, qu'elle allait maintenant dans une clinique privée. Pour quelle raison la jeune fille consultait-elle ? Il vit la signorina Elettra peser le pour et le contre. Elle parvint rapidement à la conclusion que, de toute façon, le commissaire finirait par le savoir s'il le voulait. Une maladie vénérienne. De quel genre ? Je ne m'en souviens pas. Il faudra demander à ma sœur. Ou à la signora Trevisan. La réaction d'Elettra fut instantanée et coléreuse. Si elle l'a appris, ce n'est pas grâce à Barbara. Brunetti n'en doutait pas. Si bien que cette gosse a 15 ans aujourd'hui ? Oui, forcément. Brunetti réfléchit quelques instants. La loi était vague sur ce point, mais était-elle jamais claire ? On ne pouvait forcer un médecin à divulguer des informations relevant du secret médical. Celui-ci pouvait toutefois indiquer comment un patient s'était comporté et pour quelles raisons, en particulier s'il s'agissait de quelque chose qui ne relevait pas d'un problème de santé. Autant en parler directement au médecin plutôt que de demander à Elettra de le faire pour lui. Le cabinet de votre sœur se trouve toujours près de San Barnaba, n'est-ce pas ? Oui, elle y sera cet après-midi. Voulez-vous que je la prévienne de votre visite, commissaire ? Cela signifie-t-il que vous ne le ferez que si je vous le demande, signorine ? La jeune femme contempla un instant le clavier de son ordinateur, y trouva apparemment la réponse qu'elle semblait y chercher et releva la tête. Peu importe que ce soit vous ou moi qui le lui demande, commissaire. Elle n'a rien fait de répréhensible. Poussé par la curiosité, il demanda « Et dans le cas contraire, si elle avait justement fait quelque chose de répréhensible ? Si cela pouvait l'aider, je l'avertirais, bien entendu. Même s'il fallait pour cela trahir un secret de la police, signorine ? Voulut-il savoir ? Son sourire, cependant, disait qu'il ne faisait que plaisanter, ce qui n'était pas le cas en réalité. Elle lui jeta un coup d'œil d'incompréhension. « Croyez-vous que je me soucierais des secrets de la police si ma famille courait un risque ?» Remis à sa place, il répondit « Je vous crois, signorine, je vous crois. » La jeune femme sourit, ravie d'avoir contribué à faire comprendre certaines choses au commissaire. « Savez-vous quelque chose sur sa femme, ou du moins sur sa veuve ?» se corrigea-t-il. « Non, pas à titre personnel. J'ai entendu parler d'elle par les journaux, évidemment. Elle est toujours impliquée dans les grandes causes, dit-elle en rendant perceptibles les majuscules. Vous savez, du genre recueillir de la nourriture pour l'envoyer en Somalie, quitte à ce qu'elle soit volée et revendue en Albanie,
ou organiser ses concerts de gala à la Fenice et qui semble avoir toujours du mal à couvrir les frais et servir surtout d'occasion aux organisateurs pour sortir leur tenue de soirée et parader devant leurs amis. Je suis étonné que vous n'en sachiez pas plus sur elle. Je me souviens vaguement d'avoir lu son nom, mais pas davantage. Et le mari ? Droit international, je crois, et très fort dans sa partie. Il me semble avoir lu quelque part qu'il traitait de grosses affaires avec la Tchécoslovaquie ou la Pologne. Vous savez, ces pays où l'on ne mange que des pommes de terre et où l'on s'habille si mal. Mais je ne sais plus exactement lequel. Quel genre d'affaires ? Elle fit non de la tête, ne s'en souvenant pas. Pourriez-vous le trouver ? Je crois que je le pourrais, en allant faire un petit tour aux archives du Gazzettino. Avez-vous quelque chose à faire pour le vice-questeur ? Je vais réserver sa table pour le déjeuner et je me rendrai ensuite au journal. Voulez-vous que je cherche autre chose ? Oui, voyez ce que vous pouvez trouver sur sa femme. Quel est le journaliste responsable de la chronique mondaine en ce moment ? Piteri, je crois. Contactez-le et voyez s'il ne peut rien vous dire sur l'un ou l'autre, les détails qu'il ne peut pas publier notamment. Ceux dont les gens sont les plus friands, n'est-ce pas ? J'en ai peur. Autre chose, monsieur ? Non, merci, signorina. Vianello est-il dans la maison ? Je ne l'ai pas encore vu. Envoyez-le-moi dès qu'il arrive, voulez-vous ? Entendu, répondit-elle en retournant à sa revue. Brunetti jeta un coup d'œil sur l'article qu'elle lisait, la dernière mode, et regagna son bureau. Le dossier, comme toujours en début d'enquête, ne contenait guère que des noms et des dates. On y apprenait donc que Carlo Trevisan était né 50 ans auparavant à Trente, était diplômé de droit de l'université de Padoue et avait ouvert un cabinet de droit international à Venise. Le dossier indiquait également qu'il avait épousé Franca Lotto 19 ans plus tôt et avait eu 2 enfants, une fille, Francesca, âgée de 15 ans, et un fils, Claudio, qui en avait 17. Maître Trevisan ne s'était jamais intéressé au droit criminel et n'avait jamais eu affaire à aucun titre à la police. Il n'avait jamais non plus fait l'objet d'une enquête de la brigade financière, ce qui ne pouvait s'expliquer que de 2 manières, ou bien il était l'objet d'une grâce divine miraculeuse, ou bien ses déclarations de revenus étaient exactes, ce qui en soi était aussi un miracle. Le dossier comportait les noms de personnes qu'il employait et la copie de sa demande de passeport. « Lavata con perlane », murmura Brunetti en reposant les papiers sur son bureau. Le détergent liquide qui promettait de rendre tout, absolument tout, plus propre que propre. Qui pouvait être plus propre que Carlo Trevisan ? Question plus intéressante, qui avait pu lui loger 2 balles dans le ventre, sans prendre la peine de lui voler son portefeuille ? Le policier ouvrit le tiroir inférieur de son bureau du bout du pied, s'enfonça dans son fauteuil et croisa les chevilles sur le tiroir. L'auteur du crime avait dû agir entre Padoue et Mestre pour éviter de se trouver encore dans le train au moment où il arrivait en gare de Venise. Il ne s'agissait pas d'un express local et Mestre était le seul arrêt entre Padoue et Venise. Il était peu probable qu'un passager descendu à Mestre ait attiré l'attention, mais cela valait tout de même la peine de vérifier. Les contrôleurs s'installent en général dans le premier compartiment. Leur demander s'ils n'avaient pas remarqué quelque chose. Vérifier le pistolet également. Voir si les balles ne portaient pas la signature d'un autre crime. Les armes étaient sévèrement contrôlées, et il était donc peut-être possible de remonter jusqu'à celle-ci. Quel était le motif du voyage de Trevisan à Padoue ? Qui y avait-il vu ? L'épouse, vérifier l'épouse, puis contrôler auprès des voisins et des amis pour savoir si elle disait la vérité. La fille, une maladie vénérienne à l'âge de 14 ans. Il se pencha, ouvrit le tiroir en grand et y prit l'annuaire. Il l'ouvrit à la page des aides. Zorzi Barbara, médecin, y figurait 2 fois, la première pour son domicile et la seconde pour le cabinet. Il composa le numéro du cabinet et tomba sur un répondeur qui lui apprit que les consultations commençaient à 16 heures. Il fit alors le numéro du domicile et la même voix, toujours sur un répondeur, lui apprit que la doctoresse était momentanément absente et lui demanda de laisser son nom, la raison de son appel et le numéro auquel on pouvait le joindre. On le rappellerait dès que possible. « Bonjour, docteur », dit-il après le bip. « Commissaire Guido Brunetti à l'appareil. » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.